Julie Rachlin fait partie de ces femmes qui tracent leur propre chemin, là où peu osent s'aventurer. Scientifique de formation, elle débute sa carrière dans les plus grands laboratoires de recherche en France et aux États-Unis, aux côtés de chercheurs de renom. Docteur en neuropharmacologie, elle aurait pu poursuivre une carrière académique brillante. Mais très tôt, elle ressent le besoin d'élargir son horizon, de croiser la rigueur de la science avec la réalité du terrain. Elle bifurque alors vers le monde de l'investissement, où pendant près de 10 ans, elle détecte, accompagne et finance les projets les plus innovants de la santé. Une décennie plus tard, elle saute une nouvelle fois dans le vide, direction l'entrepreneuriat. Avec Braintail, elle cofonde une start-up pionnière dans l'analyse du cerveau. Un produit mis sur le marché, 7 essais cliniques en cours, une technologie adoptée par des hôpitaux, tout semble réuni pour réussir. Jusqu'au crash. Brutal, incompréhensible, douloureux. Dans cet épisode, Julie revient avec lucidité, émotion et une rare transparence sur les étapes d'un parcours aussi inspirant que complexe. Elle nous parle de ses doutes, de ses combats, de son admiration pour les leaders qui veulent sauver le monde et de ce besoin vital de créer des espaces sûrs pour dire les choses telles qu'elles sont. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. Agir pour ne pas avoir de regrets. Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis née à Paris, à l'hôpital Cochin. Et j'ai toujours vécu sauf exception, rive gauche. Près de l'hôpital Cochin, j'ai vécu rue Broca. Et j'ai été bercée par l'histoire de la sorcière de la rue Broca pendant très longtemps. La sorcière de la rue Broca, c'est les contes de la rue Broca, et c'est la sorcière qui voulait manger la petite Nadia dans la boîte de sauce tomate. Qui se cachait. Alors c'était évidemment une histoire qui pourra faire sourire tous ceux qui ont à peu près mon âge, mais les contes de la rue Broca étaient en tout cas très souvent enseignés ou partagés dans les petites écoles. Et effectivement, moi, habitant rue Broca, l'histoire de la sorcière qui voulait manger la petite Nadia avec la boîte de sauce tomate m'avait beaucoup traumatisée. Bref, donc j'ai vécu rue Broca. J'ai vécu ensuite dans d'autres endroits, évidemment très agréable, près du jardin du Luxembourg. Et j'y suis retournée un peu comme les saumons, où on revient près de son lieu de naissance. Et j'ai eu la chance d'avoir un environnement aussi bien parisien pour mon quotidien que très, on va dire, ouvert et plus dans le sud pour toutes les vacances, ayant des attaches familiales fortes dans le sud de la France, dans le Luberon, au-dessus de la vallée de la Durance. Je vais dire ça, si mon mari m'écoutait un jour, ça le fera sourire. J'étais très timide et j'étais donc justement en difficulté quand il s'agissait de prendre la parole et de m'exprimer face à un groupe, des gens que je connaissais pas. Et autour de moi, il y a toujours eu un cocon protecteur pour travailler justement cette dimension et au contraire la rendre la moins difficile à vivre possible, en tout cas l'aider à s'exprimer, m'aider à m'exprimer dans un environnement, oui, parce que je disais tout à l'heure, apaisé et serein. Donc c'était très puissant comme socle et comme fondation, au-delà de l'amour évidemment. Il y avait, je crois, une attente, une exigence importante qui était sois toi-même, mais assume. Et ça touche à cette notion un peu de responsabilité et finalement d'alignement de valeurs personnelles avec la façon dont il faut mettre en accord ses paroles et ses actes. Donc ça, c'était très encouragé, très finalement montré aussi dans le quotidien, dans mon quotidien à moi. Et d'une certaine façon, il y avait pas d'attente en termes de tu deviendras, j'en sais rien moi, médecin, ou au contraire ne pas travailler dans la santé, ne pas faire comme tes parents ou faire comme tes parents. C'était plutôt comment, c'est ce que mes parents appellent souvent trouver le chemin du cœur. Ils se sont toujours attachés à ça, trouver le chemin de mon cœur et donc trouver la voie qui serait la mienne. Ce qui n'est pas toujours simple parce que quand on sait pas nécessairement où aller,
eh ben, il faut tâtonner, il faut explorer, et il faut accepter peut-être de se tromper, de faire des choix et de revenir dessus. Mais en tout cas, vraiment cet encouragement à se donner la liberté d'explorer ce qu'on avait envie d'explorer. Je pense que j'étais la même personne, mais qui s'exprimait très différemment. Je ne crois pas, jusqu'à mes vingtaine d'années, 20, 22 ans, avoir été capable de m'exprimer facilement. J'étais bloquée. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et je réfléchissais beaucoup, j'observais beaucoup, j'avais envie de crier très très fort, mais ça restait à l'intérieur. Donc tout était inside, et après c'est devenu un peu outside. Donc maintenant je parle trop. Il m'arrive très souvent d'essayer d'apprendre à me taire et de pas tout le temps prendre la parole en réunion, en séance, ou même parfois quand j'ai eu la chance d'organiser des événements, de prendre le micro parce que j'avais envie de partager certaines choses. J'avais tout ça à l'intérieur pendant une première partie de ma vie et ça ne s'exprimait pas. Alors maintenant, ça s'exprime un peu plus. Donc j'étais très réservée, toujours dans la peur du jugement. Je crois aussi de la part de mes interlocuteurs au sens large. J'avais peur qu'on me dise non, j'avais peur qu'on me dise oui. J'avais peur finalement de l'interaction. Et je n'ai pas le souvenir d'un déclic ou d'un événement particulier qui a fait changer cette situation-là. Mais je crois qu'un jour, j'ai quand même réussi à me dire, de toute façon, qu'est-ce que je risque ? Que ce soit oui, non, zut, peu importe. Au moins, ça permet d'avancer et d'agir. Et j'ai complètement changé de prisme en ayant finalement toujours cette envie de m'exprimer aussi forte qu'avant, mais en le faisant pour de vrai. Et je me suis même aperçue que quand on exprimait à la fois ce qu'on avait envie de dire, parfois ses émotions et parfois la situation avec toujours un peu d'humour, alors pas toujours de bonne qualité selon mes enfants, mais j'essaye quand même d'être à un niveau correct, et ça permettait de faire changer les choses, le quotidien ou les situations de façon positive. Donc je continue à avancer comme ça. Mais effectivement, je ne crois pas avoir une personnalité différente, c'est juste une façon de l'exprimer qui a évolué ou qui s'est transformée au fil des années. Quand elle était petite, Julie voulait devenir vétérinaire, spécialisée dans les dauphins, puis dans les chevaux, les chiens et les chats, les animaux à paillettes comme elle le dit. Pendant un petit moment, elle a aussi exploré une carrière médicale, mais ne s'est pas sentie capable de poursuivre cette voie. Alors, elle a fait un choix complètement différent. J'ai été assez vite sensibilisée à l'entrepreneuriat, ou plutôt l'action, c'est-à-dire le fait d'être en posture d'agir, de faire changer un petit peu les choses et d'essayer de contribuer à faire évoluer. Alors c'est un peu pompeux ce que je veux dire, mais la société avec un grand S, en amenant une contribution, ma pierre à l'édifice. Ça, c'était, je crois, aussi très inspiré par les deux grands-pères que j'avais, qui étaient tous les deux entrepreneurs, mes parents aussi, avec des prismes très différents. Donc j'ai toujours été sensibilisée et probablement très inspirée par des gens qui étaient en mouvement systématique et non pas dans des postures d'attente ou d'être en réserve, mais plutôt toujours de façon proactive. Si on a envie de quelque chose ou de faire évoluer la situation, il faut parfois mouiller la chemise et faire les choses soi-même. Je prends des exemples, un exemple très simple qui est un sujet, je sais pas moi, d'organisation de rendez-vous médicaux ou de prise en charge. Avec ma grand-mère qui allait pas bien et ma mère qui, pour s'en occuper, appelle les infirmières et qui disent oui, on s'en occupera. Elle dit ah non, mais en fait on va pas attendre, il faut s'en occuper tout de suite. Et si on mobilise pas, en tout cas si elle n'avait pas mobilisé les gens sur le moment, on serait peut-être
la situation aurait été très grave. Et ça permet juste pour moi, ça exemplifie le besoin parfois d'aider les gens qui sont face à nous à prendre conscience de la situation ou à faire en sorte qu'ils puissent s'occuper de quelque chose dont qu'on ne peut pas négliger. C'est plutôt comme ça que je vais le dire. Et cette capacité d'action et d'enclencher des réactions et des décisions était aussi très importante. Et donc ce refus d'accepter une passivité est pour moi un exemple très fort. Si une situation est inconfortable, ou si elle n'est pas satisfaisante plutôt, il ne tient qu'à soi d'essayer de la faire changer. On n'y arrive pas toujours, mais au moins on essaye. De cette histoire familiale et de ses valeurs, Julie tire quelques grands principes qui l'ont guidée pendant toute sa carrière. Alors oui, cette logique de l'action, de tenter, de ne jamais avoir de regrets, de faire de son mieux, bien sûr, et tout en trouvant aussi, la bonne distance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas changer tout seul, bien évidemment. Ne pas rester seul aussi, je crois que c'est absolument déterminant, et on pourra de toute façon en rediscuter aussi à d'autres moments de cette conversation, mais à la fois cette notion de ne pas se laisser faire, c'est-à-dire que plutôt d'agir lorsqu'on pense que c'est pertinent, ensuite de ne pas laisser les situations inachevées, c'est-à-dire d'aller au bout des choses et de poursuivre les efforts jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif. Ne pas faire seul, rester justement toujours en attente du collectif, que ce soit en leader, que ce soit en manager, que ce soit en soutien, finalement peu importe le rôle, mais d'être vraiment sur une dimension collective. Je crois que c'est fondamental, et en tout cas c'est ce qui m'a aussi toujours été, je vais pas dire inculqué, appris, mais en tout cas inspiré. Et puis pour finir, toujours agir en accord avec sa conscience ou ses valeurs, son gut feeling. Si on le sent, il faut y aller. Si on le sent pas, il faut pas le faire. À suivre.